Hello tout le monde, c'est Karine et c'est un nouvel épisode du Grand Talk de Passion Patrimoine. J'espère que vous allez bien. Continuez à partager, à suivre et à liker nos épisodes et surtout bien sûr le Grand Talk que je vous propose aujourd'hui sur un quatrième thème consacré à l'immobilier parce que je pense que c'était juste incontournable en ce début d'année. Je suis avec mes invités, 3 invités que j'ai déjà reçus en épisode dans Passion Pat, une nana et 2 mecs que vous connaissez sûrement déjà. Salut Aurélie. Salut Karine. Aurélie Peloquin, indépendante chez Flatten House Immobilier, c'est ça ? C'est ça. Mathieu Degli-Innocenti, DG de Net par n'importe quoi. Ça, tu le couperas à m'aider au montage. Mathieu Degli-Innocenti, cofondateur de Tokimo et fondateur de Le Coin des Investisseurs. Salut Mathieu. Salut Karine. Et Stéphane Van Nuffel, DG de Net Investissement et Limo. C'est ça. Tu vas bien ? Bonjour Karine. Et toi ? Bah écoute, ça va super bien. Merci Cool. d'avoir répondu présent à mon invitation. Merci. Je suis ravie de vous avoir là. Merci à toi. Bon, Stéphane et Mathieu, vous êtes habitués justement, vous êtes rompus aux médias. Mathieu, sur les réseaux, Stéphane, bien sûr, on est confrères chez BFM. Et puis, ça fait un petit moment justement que tu communiques par toi-même aussi, avec tes propres supports. Mathieu aussi d'ailleurs. Aurélie, un petit peu moins, tu es un peu plus discrète et c'est ça qui m'intéressait justement. Ah oui, j'ai pas la même envergure que mes 2 collègues, mais ouais, un petit peu plus sur les réseaux sociaux, très régional et voilà. On va faire un tour de table pour que ceux qui nous écoutent et qui ne vous connaissent pas, vous connaissent un petit peu. Et ça, justement, qui aujourd'hui va parler dans ce grand débat. On va commencer Girl Power par toi, ma chère Merci. Aurélie. Donc, rapidement ton parcours, ce que tu fais aujourd'hui et pourquoi est-ce que c'est sur cette classe d'actifs que tu vibres ? Alors, donc moi, je suis dans l'immobilier depuis 3 ans et demi, 4 ans, indépendante, et je me suis reconvertie dans ce domaine parce que ça me passionnait depuis déjà bien longtemps et que j'étais issue de 17 ans de banque. Et j'ai fait un burn-out, et puis du coup, quand il a fallu évidemment sortir le plan B, naturellement, j'ai voulu me diriger vers un travail qui me plaisait, que je faisais par passion. Et donc, je me suis formée. Formée comment ? Auto-formée sur des plateformes en Non, ligne non, j'ai passé une licence. T'as passé une licence, ok. Et du coup, je me suis lancée. Ok. Voilà. Je vous invite à aller écouter l'épisode qu'on a fait avec Aurélie Peloquin. Ça remonte à quelques mois déjà et j'ai beaucoup apprécié enregistrer cet épisode avec toi parce que tu es quelqu'un de très authentique. Tu parles sans tabou de ton burn-out et tu parles aussi sans tabou de ta reconversion et de cet intérêt que tu as maintenant pour l'IMO. J'ai bien aimé, je me rappelle avoir sélectionné pas mal des phrases justement que tu as employées parce que tu as vraiment une approche très sensible par rapport à des investisseurs, mais tu parles franc, tu parles vrai, il n'y a pas de démago et j'ai vraiment aimé cet épisode. Mathieu, présente-toi s'il te plaît. Donc Mathieu, 37 ans, je suis dans ma 2e phase de vie pro. J'ai passé à peu près 13 ans dans le monde du salariat, j'ai été promoteur immobilier, banquier d'affaires, banquier privé, avec toujours une verticale immobilière. Donc en fait l'immobilier, je l'ai connu très jeune, très tôt, toujours passionné par ça. Et maintenant, entrepreneur, enfin multi-entrepreneur, avec 2 activités. Tokimo que tu as évoqué et le coin des investisseurs qui fait plus de l'éducation et de la formation autour de l'immobilier. Pour moi, l'immobilier, c'est toute ma vie perso, pro. En fait, l'immobilier, j'ai découvert très tôt avec mon père, les voisins, un peu par hasard. Et j'ai beaucoup aimé dans l'immobilier quelque chose qui est très concret, qui est difficilement industrialisable. Donc, en fait, à chaque fois, on redécouvre quelque chose de nouveau. Quand on parle de l'immobilier concret, l'immobilier financiarisé, c'est plus industrialisable. Et c'est ça qui me plaît beaucoup. Je voyage encore beaucoup. Aujourd'hui, à chaque fois que je voyage, il n'y a pas un endroit où je vais lécher les vitrines d'une agence immobilière et essayer de comprendre le marché immobilier parce que c'est quelque chose qui me passionne. Ok. Tu sais dire pourquoi ça te passionne ? Bon, j'ai bien compris ton histoire familiale avec ton rapport avec ton papa, mais c'est quoi ? C'est parce que c'est un produit qui est tangible, que tu peux voir, il y a les matériaux que tu sélectionnes, il y a l'emplacement. Est-ce que c'est moins abstrait que les produits sur les marchés ou d'autres classes d'actifs ? Exactement, c'est très concret. Donc, on se rend compte ce qu'on touche. Alors, l'immobilier peut être financiarisé, ça peut être un vecteur de création de richesse. Ouais. L'effet de levier,
les rendements locatifs, etc. Enfin bref, on connaît, mais c'est surtout un très bel objet, comme un objet d'art. Je viens de la Côte d'Azur. Quand tu regardes certains opérateurs, certains promoteurs, marchands de biens et autres, qui construisent des villas qui sont en fait des équivalents pour moi de pièces d'art. Mon troisième invité, c'est Stéphane. Salut Stéphane, tu sais que tu as fait partie des tout premiers Je me que j'ai souviens. reçus. Tout à fait. Bon, Stéphane, on te représente, mais on ne te présente pas parce que ça fait très longtemps. Ouais. Ça fait il est très vieux. T'as failli le dire. Au moment t'as où failli je l'ai dire, dit, ça je me suis fait dit, très longtemps. Tais-toi. Trop. Non, mais je veux dire, ça fait un petit bail Ouais. maintenant que tu as ta boîte. Mm. T'es pas que sur de la pierre-papier, toi, on va le voir. Ouais. Tu travailles sur différentes, justement, déclinaisons d'immobilier. Est-ce que, rapidement, te présenter, mais aussi Yes. ton premier coup de cœur avec l'IMO? Moi, ça fait un petit bout de temps, malheureusement, parce que j'ai 10 ans de plus que Mathieu, donc les gens qui ont bien écouté le podcast font le calcul. Non, moi, j'ai commencé ma carrière en 2002 Ouais. dans l'immobilier, et donc dans l'immobilier d'investissement. Donc, mon premier métier, c'est vraiment l'immobilier, par rapport à des gens qui ont une problématique d'investissement et donc patrimoniale. Donc, mon premier rapport à l'immobilier, avant même d'être propriétaire, moi, c'était que les gens placent de l'argent dans cette classe d'actifs tangibles, palpables, qui est le placement préféré des Français. Ensuite, j'ai ouvert un cabinet de conseil en gestion de patrimoine avec mon associé Karl à l'époque pour faire de la gestion de patrimoine globale sur de la base de l'immobilier, mais on s'est aussi diversifié sur de l'assurance vie, sur du compte titre, puis sur de la pierre papier, les fameuses SCPI, etc., etc. Et puis on a eu l'idée au début des années 2000 de digitaliser tout ça, y compris évidemment cette classe d'actifs qu'est l'immobilier et qui n'était pas évidente à digitaliser parce que les Français sont attachés, comme Mathieu, à aller lécher les vitrines pour voir un peu les prix parce qu'ils ont une connaissance, ou ils pensent pour certains avoir une connaissance de ce marché. Et donc, on a pu faire comme ça, nous, une marketplace de solutions de placement Net Investissement. Et puis, quand Net Investissement a rejoint un grand groupe de la gestion de patrimoine, on m'a aussi confié les clés d'une autre filiale qui ne fait que de l'immobilier d'investissement. Donc, mon environnement, là, depuis un certain nombre d'années, baigne dans l'immobilier, mais comme à côté, on fait aussi des produits structurés, on fait aussi des produits financiers, ça nous ramène un peu les pieds sur terre. C'est pour ça que moi, j'aime bien l'immobilier, parce que quand on fait que de la finance, finalement, tout ça est très... Voilà, c'est très... Très abstrait. Ouais, c'est abstrait. C'est même pas abstrait, c'est du vent un peu, mais pas dans le mauvais sens du terme. Donc, voilà. Quand je vous écoute, j'ai l'impression qu'il y a un rapport à l'immobilier très spécifique et surtout culturel en France, right? Clairement. Moi, j'ai tendance à dire que les gens qui tombent dans l'immobilier n'en sortent jamais. C'est qu'il y a une raison, c'est que c'est vraiment passionnant. Effectivement, il y a les aspects financiers. J'ai travaillé longtemps dans une banque et moi, j'étais responsable du pôle immobilier. À côté de moi, il y avait tous les petits copains, enfin, pôle immobilier, puis après, pôle private equity, enfin voilà. Mais il y avait tous les petits copains qui s'occupaient des actions, obligations, actifs financiers, qui sont des bons produits par ailleurs. Mais on sentait beaucoup moins de passion que les acteurs de l'immobilier qui vont parler de la pierre. En fait, avec l'immobilier, on peut raconter des histoires. Même si on parle de pierre-papier, on a quand même des belles histoires à raconter. Bienvenue donc dans ce grand talk spécial immobilier, tout comme les oiseaux, les crocus, les jonquilles. Dans mon jardin, le marché de l'immobilier entame sa sortie de l'hiver après un marché 2023 fortement scarifié par une baisse importante des transactions. Quid des 950 000 ventes sur l'année, soit une baisse de 15% par rapport à 2022. Des taux d'intérêt qui ont fait x4 en 18 mois et par répercussion une baisse des prix des parts de biens et des biens eux-mêmes. Cette accélération de la conjoncture s'est surtout sentie au second trimestre avec cette hausse des taux d'intérêt et puis aussi un petit coup de ceinture des conditions d'obtention des crédits IMO. Petite question rapide réponse à tous les trois. On va commencer par Stéphane. C'était comment ton année, Stéphane, 2023? Alors il y en a qui disent Anus horribilis, etc., etc. On l'avait senti un peu arriver. Voilà. On l'avait senti un peu arriver. On ne pensait pas globalement que ça allait être aussi violent. Maintenant, je la résumerai comme ça. Tu sais, des fois, on dit positivement les alignements de planètes. Ouais. Et bien là, c'était l'alignement de planètes, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il manquait plus rien du tout pour qu'on passe, je pense, une année, historiquement, en tout cas dans ma carrière, que j'ai jamais vécu comme ça. Il n'y a qu'une seule chose positive, c'est que les Français, en fait, continuent à être hyper eux-mêmes résilients par rapport à leur propre actif immobilier. Et que donc la mécanique économique théoricienne pure n'a pas marché et les prix ne sont pas écroulés comme tous les théoriciens de l'économie de la hausse des taux pensent. Et les Français, pour l'instant, en fait, ils tiennent à leur immobilier. C'est la seule chose un peu positive parce que dans nos activités d'immobilier d'investissement,
c'est entre moins 40 et moins 60 quand même. Ouais. Hein, Alors, d'investissement, et on le verra aussi, c'est réseau très, très des compliqué agences. dans l'investissement, Ouais. c'est très compliqué. Ouais. Alors, on fera un distinguo entre l'immobilier vraiment pur et dur et la SCPI, dont on va reparler. Vous faites tous les trois rapidement des SCPI ou pas ? Non, ok. Mathieu non plus. Hein. Non. Tu fais du crowdfunding. J'en ai beaucoup fait, mais on Voilà. peut en parler, mais Ouais. je fais du crowdfunding maintenant. Ouais, je sais. Bah, je sais, puisque j'ai investi chez toi. Ah, c'est vrai. Mais J'ai réussi à la convaincre. Ah bah on note. On va y aller, nous. voilà. Moi, j'ai envie, en fait, de vous poser les questions. Est-ce que, tu disais, Stéphane, l'alignement des planètes. Donc, ça veut dire que c'était prévisible, anticipable, mais à ce point-là, enfin, je veux dire, en quelques mois seulement, 18 resserrements des banques centrales. Je veux pas polariser la parole là-dessus, mais c'est mon avis et c'est peut-être là qu'il y aura débat. Pour moi, il n'y a pas de crise immobilière. Pour l'instant, il n'y a pas de crise immobilière. Ça n'est qu'une crise de taux. Ouais. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait... D'ailleurs, il y a des villes, on le verra tout à l'heure, qui s'en sortent super bien Complètement. par rapport à d'autres. Complètement. Et je donne le pari qu'à partir du moment où on va observer dans les 6 prochains mois ce qui va se passer sur les taux et les décisions des banques centrales américaines et européennes en particulier, vous verrez qu'à ce moment-là, le marché immobilier va réagir dans l'autre sens, toujours avec inertie. Pour l'instant, il n'y a pas de crise immobilière, il n'y a pas un moins 25% sur la résidence principale à Paris. Alors à Paris, il y a peu de chance, mais à Gennevilliers ou à Argenteuil. Non, mais n'en déplaise pour les acheteurs et les vendeurs que je suis, qu'on a tout retiré du marché. Donc c'est peut-être pas une crise immobilière, comme tu dis, mais en tout cas pour certains gens, c'est vraiment un stop dans leur vie. C'est pas évident non plus à gérer. Donc il y a aussi quelque chose là de conjoncturel, de culturel. Sur le terrain, Aurélie, tu as ressenti quoi exactement ? Alors moi, je vais rejoindre Stéphane. Il n'y a pas une réelle crise immobilière, je trouve. Par contre, il y a vraiment une refonte des modes de fonctionnement, des modes de consommation. C'est-à-dire qu'en fait, 2020-2021, quelque part, tout le monde pouvait s'acheter un petit peu n'importe quoi, n'importe comment. Et d'ailleurs, il fallait, parce que les taux étaient hyper bas, il fallait en profiter. En fait, là, on est revenu, et je te rejoins sur ce que tu disais, on l'a senti depuis la mi-2022, les taux ont commencé à augmenter, on l'a senti. Maintenant, ce que nous... Je te coupe, Aurélie, t'es d'où ? De Nantes. De Nantes. Ouais. Mathieu est de Cannes et Stéphane est de Bordeaux. Donc c'est intéressant, je suis la seule de Paris. C'est intéressant parce que du coup, on va voir si vous avez des prismes différents en fonction justement de là où vous avez été. Exactement, ou si vous avez quand même des grands points de convergence. Vas-y, excuse-moi. Non, mais je t'en prie, c'est important. Et donc, du coup, si tu veux, ce qui a changé finalement, c'est comment les gens ont réorganisé leur achat. Donc, suite à la hausse fulgurante des taux, il y en a une partie qui se sont dit, donc souvent du primo-investisseur d'ailleurs, ou de l'investisseur aussi pour du locatif, des choses comme ça, qui ne pouvaient plus emprunter, parce qu'évidemment 35%, 33%, c'est pas suffisant, et donc qui ont mis en pause leur investissement, leur achat. Un petit peu d'attentisme. Et donc, du coup, évidemment, toutes les ventes qui sont structurelles, les gens qui, eux, ont besoin de vendre, se retrouvent en concurrence, les vendeurs, les uns entre les autres. Ça réorganise le marché. Ceux qui ont réellement le besoin de vendre rapidement vont être un peu plus à l'écoute, vont peut-être être un peu plus offensifs en termes de prix, parce qu'ils ont besoin d'accélérer leur vente. Donc, voilà, ceux qui, finalement, n'ont pas vraiment besoin de vendre, on s'en parle, hein. Ils décalent. Comme moi. S'ils peuvent attendre, ils décalent. Sur la Côte d'Azur, il fait beau toujours ? Il fait toujours très beau. Aussi chaud qu'ici à Paris, tu vois. Même un peu plus Alors chaud. ça ne se voit pas, mais mes invités sont en train de se liquéfier, surtout Stéphane. Regardez la veste. fait Enlève beau la veste, chaud. Stéphane. On va voir un peu. Non, il dans le veut pas, il studio. la haute, tu sais. Mais non, mais je veux dire, t'es de Cannes, Mathieu, et la région. Enfin, je veux dire, est-ce que toi, t'as senti ce coup de vent frais ou pas du tout ? Alors, première question que tu posais tout à l'heure, je pense que c'est bien d'y répondre, c'est qu'effectivement, la hausse des taux, on l'a vu arriver. Et c'est ça qui est plutôt bien avec l'immobilier, c'est qu'on arrive quand même à anticiper beaucoup, pas les proportions, mais au moins la direction en fait, que prend le marché. Donc, pour te répondre, oui, on avait anticipé les hausses de taux, et donc oui, on a été très sélectif. Sur la Côte d'Azur, c'est pas un problème de prix, c'est un problème de liquidité. C'est-à-dire qu'il y a moins d'acheteurs, les acheteurs sont plus sélectifs. Donc effectivement, je rejoins mes collègues, si on n'est pas dans les 4D, décès, divorce, déménagement et dette, problème de refinancement et autres, qu'on n'est pas pressé de vendre, on peut tenir la position et revendre un peu plus tard. Sauf qu'il y a certains opérateurs, certaines personnes qui doivent vendre. Et effectivement, là, en fait, ça dépend des tranches. Donc si on regarde vraiment dans le marché, vraiment la segmentation de marché, sur la Côte d'Azur, parce que tu me poses la question,
Jusqu'à 1 million, 1,5 million sur des biens, on va dire, plutôt de luxe, on ne voit pas trop de problématiques. Entre 1,5 million et 5-7 millions, il y a un trou d'air assez énorme, qui était historiquement des Français entrepreneurs, Français qui faisaient appel au crédit pas cher qu'on a connu avec des taux d'intérêt à 1%. Là, c'est plus difficile pour sortir des très beaux projets. Et au-dessus de 7 millions d'euros, c'est vraiment une classe de personnes étrangères, d'investisseurs étrangers qui n'ont pas subi la crise, l'inflation, les taux d'intérêt, qui achètent souvent en cash. Donc, je dirais que de manière générale, quand on regarde les chiffres, en général, effectivement, les prix de l'immobilier résidentiel, parce qu'on pourra parler de l'immobilier d'entreprise, c'est quand même pas la même histoire. Les prix de l'immobilier résidentiel ont bien résisté, mais il existe des vraies opportunités sur des segments particuliers ou à des événements particuliers avec des personnes qui doivent vendre, arbitrer assez vite. Et qui ne peuvent pas décaler leur achat ou leur vente. J'ai des chiffres d'ailleurs sur ma région Paris, moins 5,3%. Chez toi, Stéphane. De quoi? De volume de transaction ou de prix? En termes de prix. Voilà. Prix parce que volume de transaction, c'est beaucoup plus élevé que ça. C'est beaucoup plus élevé, ouais. Bordeaux, c'est 4,1%. C'est toutes les villes en perte de vitesse. Marseille, c'est pas Cannes, c'est moins 2,8%. Et pourtant, il y a des villes qui se tiennent comme Nice à peu près. Et il y a même des villes qui progressent comme Montpellier, plus 2,1%. Du coup, j'essaie de me dire, il y a une vraie dichotomie entre cette hausse de taux qui fait même que en début d'année 2024, on s'est dit, tiens, il y a un frémissement, on est en train de peut-être de passer bientôt la barre des 4%, mais pour les taux 15-20 ans. Et puis en même temps, il y a les tendances à la prévision 2024 qui disent qu'on peut atteindre les 5% sur les taux longs. Enfin, donc... Comment est-ce qu'on peut se positionner quand on est vendeur ou acheteur, Stéphane ? C'est tout le problème, parce que je souriais en écoutant ce que disait Aurélie Mathieu, parce qu'en fait, la grosse problématique, c'est qu'il n'a pas été choisi sur les 24 derniers mois le choix entre je favorise la demande ou je favorise l'offre. Et donc là, on est rentré dans ce qu'il y a de pire en économie et a fortiori en immobilier, c'est la stagnation. C'est-à-dire quand l'offre et la demande se regardent et qu'il ne se passe plus rien. Parce qu'on est sur une classe d'actifs, tu l'as dit toi-même, où on ne bouge plus. Voilà. Donc aujourd'hui, mécaniquement, je vais prendre l'exemple de la pierre papier, donc de l'immobilier professionnel. On va parler des bureaux, toutes les SCPI qui ont annoncé des mauvaises nouvelles sur leur valorisation, etc. Tout ça n'est pas dû du tout à la valorisation des bureaux. Figurez-vous que c'est même pas 5% de vacances de locataires. Donc la grande peur de l'après-Covid, etc. pourrait faire peur. Non. Non, mais les SCPI, Stéphane, il y a un effet hyper négatif, d'une hyper médiatisation. Tu vois, Karine, il pourrait y avoir la même chose dans l'immobilier. Attention, tu pourrais avoir la même chose dans l'immobilier. Je l'ai moins ressenti, moi. Non, mais moins ressenti parce qu'en fait, les gens sont finalement beaucoup plus attachés à leur bien immobilier que quelqu'un à ses parts de SCPI. Puis, je voulais juste faire un aparté là-dessus. 90% des SCPI sont détenus par des institutionnels, pas par des particuliers. Donc là, on est juste en train de regarder est-ce que ça rapporte le plus vite possible le plus haut rendement. Donc on n'a pas du tout un raisonnement mentaliste. Alors je reviens juste sur ce que je te disais sur cet exemple, c'est qu'en fait, typiquement, pour moi, l'inversion des courbes des taux, qui pour l'instant est très légère, on vient juste de stopper la hausse brutale. Voilà. Et tu discutes avec des courtiers, je ne sais pas si mes confrères vont le confirmer, ils commencent à avoir des taux en dessous de 4 sur 20 ou 25 ans, y compris en locatif. C'était niet il y a 3 mois. Et puis le HSF a tapé du poing sur la table. Monsieur Villeroy de Gallo, le patron de la Banque de France, a tapé du poing sur la table en demandant aux banquiers aussi de se redétendre, alors qu'ils avaient dit l'inverse 2 ans avant. Donc on voit que les banquiers, ils réouvrent aussi la source du crédit. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que Procivis, le promoteur toulousain avec Harris Interactive, avait fait une enquête qui m'a hyper intéressé il y a 2-3 semaines, qui disait qu'en fait, 89% des Français avaient continué à chercher de l'immobilier, alors même que 40% des transactions chutaient. Les gens allaient quand même, je le résume, sur Se Loger ou d'autres sites comme ça, pour continuer à chercher. Et puis derrière, quand il fallait passer à l'acte, ils se bloquaient. Donc en fait, en gros, je crois que les Français, en tout cas là je parle des particuliers, je parle du marché qui nous intéresse nous, que ce soit pour le locatif, pour moi en immobilier direct. Pour les CGP. Pinel, meublé, etc., ou la résidence principale ou secondaire, l'immobilier de jouissance. Là, les Français, on voit un truc qui est le plus important, c'est que la demande, elle est un peu de retour. C'est-à-dire que les gens se disent... Je vais revenir, je vais accepter que peut-être mon taux soit de 3,85, mais qu'est-ce que c'est comme problème sur 20 ans 3,85 surtout que tu peux le renégocier. En 2007, tu avais 4,85 sur 20 ans en 2007. Oui, mais après, on s'est très mal habitué. Aurélie, tu acquiesces ce que dit Stéphane, ton téléphone recommence à sonner ou pas ? Oui, alors c'est un frémissement, c'est un rythme... Mais je pense qu'en fait, c'est un rythme qui est un rythme normal, en fait.
sur Est-ce que lequel, d'ailleurs, déjà, on peut travailler. est-ce que le téléphone ressonne pas juste parce que c'est le début du printemps? J'ai envie de te dire. Peut-être. Non, mais c'est très Je te saisonnier. dirai ça à la fin du printemps. Bah ouais. Non, mais tu vois. Mais non, je pense qu'il y a réellement la stabilisation des taux, ça rassure. Ceux qui... Enfin, il faut se dire qu'un primo-accédant, quand il commençait à chercher, il avait un mois pour trouver, sinon il mangeait plus 0,10 ou plus 0,15. C'est pas facile quand même. Donc pour lui de garder ça en tête. Donc... Mais toi qui vois les clients très fréquemment, est-ce que tu sens qu'ils sont un peu plus rassurés, plus dynamiques, plus énergiques dans leur recherche? Est-ce que tu sens qu'ils reprennent le truc ou est-ce que tu sens qu'ils sont toujours un petit peu attentistes, à freiner des cas de Alors, fer? ils ont besoin de savoir qu'ils vont sécuriser leur achat. Voilà pourquoi aussi ils visitent plus de biens. Ils ont d'ailleurs plus de choix de toute façon. Ils veulent être sûrs de bien acheter. Ils ont conscience qu'ils achètent un petit peu moins cher parce qu'on va dire que le marché a régulé, mais vraiment je pèse mes mots parce que c'est tranquille. Si c'est pas des primo-accédants, ils vendent aussi moins cher, j'ai envie de te dire. Oui. Quand c'est pas des primos, quand on a de l'achat-revente, le raisonnement est un peu différent. Ouais. On revend un peu moins cher, mais on va racheter un peu moins cher. Donc ok, on est d'accord avec ça, c'est d'accord pour nous. Les primos, eux, ils ont besoin de savoir qu'ils achètent à un taux plus élevé. Alors ça les rassure énormément, le côté on va renégocier... voilà, je pense que c'est aussi un discours rassurant que les courtiers ils ont. Voilà. Et puis, aujourd'hui, ils savent à peu près où ils vont. Ils veulent juste être sûrs que ce qu'ils achètent, il y a des qualités, il y a des défauts, c'est sûr, mais il n'y a plus un achat les yeux fermés. Voilà. Ils veulent tout savoir et ils ont raison. Mathieu, Stéphane parlait du lifting en quelque sorte du taux zéro 2024 avec des conditions d'accès plus souples et puis des plafonds un peu de revenus revalorisés, des banques qui sont en train de s'assouplir. C'est pas méchant, mais j'ai l'impression que sur la côte, on est un peu au-dessus de tout ça, non? Est-ce que tu sens ce stress ambiant ou... Oui. Ah ouais, tu le Moi, sens. globalement, je suis investisseur. Est-ce que tous tes clients sont du Sud d'ailleurs? Non, ils sont dans ok. toute la France. C'est plutôt des investisseurs. Donc, c'est des gens qui sont assez bien éduqués, qu'on éduque sur l'investissement, qui achètent plutôt dans l'ancien à rénover. Et donc, c'est des primo-investisseurs, des multi-investisseurs. Ces gens-là, ils ont beaucoup investi, et en tout cas, ils ont suivi nos conseils en investissant beaucoup sur les biens avec des rentabilités supérieures au marché, des rentabilités généralement supérieures à 6-8%, maintenant plutôt autour de 8 à 10% de rendement locatif la première année, je ne parle pas du rendement global. Et aujourd'hui, c'est plutôt une jeune génération, donc qui ont de la trésorerie, de l'argent disponible qui est relativement limité, qui sont prêts à prendre plus de risques, parce que quand tu es jeune, tu vas prendre plus de risques, tu as de l'énergie pour pouvoir regagner de l'argent si tu prends plus de risques que tu en perds. Par contre, aujourd'hui, la problématique, c'est les banques. Donc effectivement, les taux, c'est très bien qu'ils baissent, ça redonne du pouvoir d'achat. Les taux, ils ont baissé de 0,5% en quelques mois, ça donne 10% grosso modo de pouvoir d'achat immobilier. On sait que les salaires, ils ont pris 5%, donc c'est bien aussi. Les prix baissent un peu, donc tout ça milite à redonner du pouvoir d'achat immobilier. Par contre, là où il y a un problème, c'est les fonds propres. C'est que les banques ont été très difficiles sur les mises de fonds propres minimum pour octroyer les crédits. Les apports. Donc, en fait, moi, ce que je vais regarder comme un indicateur, c'est pas vraiment les taux, parce que les taux, on sait qu'on peut les renégocier. C'est la capacité d'apport. C'est la capacité d'apport et la capacité aux banques à retrouver la confiance dans le marché immobilier pour dire, OK, maintenant, je te demandais, ou il y a quelques mois, je te demandais 20 à 30% d'apport, je vais descendre à 10%. On a connu quand même un marché qui était hyper dynamique, où les banques, en fait, elles demandaient plus d'apport. Et ça, pour des personnes qui avaient un salaire, des revenus récurrents, c'était l'Eldorado de l'immobilier, parce qu'ils arrivaient à empiler, entre guillemets, les investissements qui étaient rentables, les loyers payés, les crédits, les charges, et donc ils pouvaient se constituer un patrimoine immobilier très important. Cette méthodologie-là marche un peu moins bien. Je suis assez convaincu que la compétition qui va s'installer entre les banques, les taux d'intérêt qui vont baisser à partir de cette année, fin d'année, vont redonner des marges de manœuvre côté investisseur pour aller chercher des fonds propres minimum plus faibles. Alors là, on a parlé justement de l'investissement. Stéphane, je sens que tu veux réagir. Non, je voulais juste dire, parce que ça m'agace, il n'y a pas de banquier autour de la table, on peut y aller. Les fonds propres, en fait, cet apport qui a augmenté, c'est parce que la banque juge que son risque sur la valeur d'un bien immobilier qu'elle n'a donc pas vu, qu'elle n'a pas fait expertiser, sur lesquels elle n'est pas allée sur place. Vrai, bien sûr. Et ça, c'est les heures sombres de 2007-2008. Elle, tu vois, elle parie plutôt sur le profil du client. Elle parie pas vraiment sur... C'est pas vrai. Elles prennent une garantie, une hypothèque, et que si elles te demandent 10, 20 ou 30%, c'est qu'elles estiment que dans cette zone-là, tu as un risque de baisse
de prix qu'elles n'avaient pas avant parce qu'elles pensaient que tout allait continuer à monter. Il faut arrêter de se mentir, c'est comme pour ça qu'elles se sont fait taper sur les doigts. Comme elle se plante aussi, et je sais de quoi je parle, puisque je sors d'une banque, quand elle calcule ton prix de ta maison au mètre carré, elle te sort un truc que tu vas chercher sur Internet complètement bidon. C'est ça. Et donc, tu pourrais plonger alors qu'en fait, tu vas droit dans le mur, quoi. J'allais maintenant parler, donc là on a parlé surtout de l'accession à la propriété, primo ou pas. J'allais maintenant parler aussi des typologies, des montages justement d'accès, type LMNP, qui a été beaucoup décrié alors qu'en 2022 c'était... moi j'ai reçu, j'ai fait plein d'émissions avec des sociétés qui cartonnaient dans ce statut bien spécifique. Revenons également sur le statut Airbnb qui est en train d'être massacré par les politiques. J'ai envie de vous entendre là-dessus. Est-ce que vous sentez qu'il y a des gens, c'était l'Eldorado, et puis là c'est en train de se dire que ça va être chaud maintenant pour chacun. Qui veut réagir? Aurélie? Allez, moi je suis surtout confrontée à quelques investisseurs qui souhaitent acheter du locatif pour, alors en général, mettre en LMNP. Ouais. C'est encore une fois un tout début de sensation sur Nantes, mais j'ai l'impression qu'on a beaucoup d'offres en LMNP là, et qu'on va manquer d'offres en... Bon, de toute façon, ce que tu veux dire, c'est que les gens revendent. Non. Sur le marché locatif, sur le marché locatif, ça en fait, il y a eu beaucoup, parce qu'effectivement c'est un statut qui est quand même plutôt appréciable. Et voilà, aujourd'hui sur Nantes, moi j'ai l'impression qu'au niveau, il y a beaucoup de concurrence. Il commence à y avoir beaucoup de concurrence, donc il va falloir commencer un petit peu à se méfier quand on investit, mais bon, c'est une sensation, ça n'engage que moi. Mathieu? C'est un sujet que je connais bien parce que c'était mes premiers investissements immobiliers perso. On en a parlé d'ailleurs dans ton podcast. Sur la Côte d'Azur. Ouais. C'est un marché qui est exceptionnel parce que c'est le marché qui, dans l'immobilier résidentiel, pour moi, apporte avec les logements atypiques la meilleure rentabilité brute. Après, il faut regarder entre le brut et ce qui reste à la fin, effectivement, la fiscalité qui a été revue, etc. Donc la fiscalité revue sur l'abattement de 71% qui a été revue à 50%. On bascule plus facilement en loueur meublé professionnel, ce qui engage à payer des prélèvements sociaux, etc., qui sont plus forts. Mais si on est dans une catégorie, notamment si on a une activité principale et que c'est une activité annexe, et qu'on est par exemple au régime réel, pour faire simple, tu as un chiffre d'affaires, tu déduis l'ensemble de tes charges, et structurellement, avec l'amortissement comptable qui est encore admis, tu arrives à avoir une fiscalité qui est moins importante, en tout cas beaucoup moins importante que l'immobilier classique. Pour moi, ça reste hyper important, hyper intéressant. Mais c'est plus l'Eldorado que c'était. C'est moins l'Eldorado, bien évidemment. Tout le monde s'est engouffré là-dedans. Ça, c'est d'un point de vue investisseur. La vraie question qu'il faut se poser, c'est d'un point de vue utilisateur. Est-ce qu'il y a un vrai marché? Est-ce qu'il y a un marché qui est pérenne dans le temps? Si tu reprends avant l'arrivée et la croissance de Airbnb, en fait, pour avoir un logement pas cher, un hôtel pas cher, généralement, tu te logeais en périphérie. Formule 1, j'exagère un peu, mais Airbnb a rendu du pouvoir d'achat aux voyageurs qui peuvent dépenser ailleurs. Ils sont maintenant logés plutôt dans les centres-villes qu'en périphérie, donc ça profite aussi aux villes. Donc moi, je suis convaincu que si l'utilisateur final est gagnant, tu ne peux pas arrêter la machine. Tu ne peux pas arrêter le phénomène. Donc effectivement, les mairies, les villes, l'État essaient de contenir pour que en fait, le Français puisse se loger à moindre coût. Moi je comprends leur volonté justement de faire baisser les prix du logement, que ce soit niveau loyer, niveau coût de l'immobilier, parce que grosso modo, ce qui compte, c'est ce qui reste à la fin dans la poche du Français. Et quand on regarde nos copains allemands, l'immobilier est beaucoup moins cher, donc en fait, ils peuvent avoir des salaires moins chers parce qu'à la fin, il leur reste le même reste à vivre et ils sont plus compétitifs en termes de salaire et donc d'industrie, d'exportation, etc., etc. Donc tout ça se tient. Mais moi, la France, ça reste un des premiers pays qui est le plus visité par les touristes internationaux. Donc moi, je suis convaincu que ce marché va rester. Effectivement, Cannes, c'est une ville, c'est la deuxième ville de congrès. Le chiffre d'affaires du Palais des Congrès de Cannes, c'est le deuxième chiffre d'affaires de France. D'ailleurs, Cannes, c'est hallucinant, la dichotomie, le paradoxe de cette ville, parce qu'à 2 rues près, en fonction de là où tu es placé, sur la Croisette, le Congrès ou la gare, je veux dire, il y a une telle différence de prix. J'ai rarement connu ça, en fait. Peut-être un peu dans Paris, mais... si tu veux donner des chiffres, première ligne, moi je connais un promoteur, il a construit un immeuble neuf, Croisette, il a vendu 72 000 € le mètre carré, le dernier étage. Non, mais... La rue derrière, 3 rues derrière, on est à 7-8 000.
À Bordeaux, comment ça se passe? Est-ce que déjà Bordeaux, historiquement, est une ville où tu as vu le LMNP ou le Airbnb se développer? Parce qu'on est d'accord que Bordeaux, il y a 15 ans, tout le monde se barrait à Bordeaux, toi le premier. Ouais, alors nous on s'est installé à Bordeaux, mais un peu par hasard. Parce qu'on avait hésité entre Cannes et Bordeaux. On a été à Cannes plus tard, mais pour des raisons bassement de création d'entreprise, ça nous paraissait beaucoup plus fluide de s'installer dans le sud-ouest. Mais Bordeaux n'était pas du tout le Bordeaux d'aujourd'hui. Hein. On est arrivé en 2005, il n'y avait pas encore la LGV votée, hein, donc il n'y avait pas toute cette notion-là. Avant de te répondre, Karine, dans le meublé, il y a 4 façons de faire du meublé. Hein, parce que là, en revanche, chez nous, Net Investissement, Limo et puis pas mal de mes partenaires, 2023 a été une très bonne année en LMNP, en investissement locatif, pour pallier justement la prédisparition du dispositif Pinel, la peur d'investir dans de l'immobilier locatif, etc., etc. Donc finalement, on a quand même, au contraire de ce que peut-être t'ont dit des confrères à moi, nous, on a fait une très très bonne année en meublé. Non, j'ai pas dit ou entendu que le LMNP a fait une mauvaise année. J'ai juste dit que les politiques étaient en train de s'attaquer au statut. C'est là où je voulais en venir. C'est ça le problème. Donc, le LMNP, très rapidement, tu le fais en résidence et exploitation, étudiante, affaires, etc., etc., avec le bien et le moins bien et le très 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 mal. Orpea, etc., etc. Ça, c'est la première chose. C'est le produit d'investissement classique. Ensuite, tu le fais en personnalisant. Avec des gens comme Beanstalk, à l'époque ImmoCities, Feu, Mastéos, je ne sais pas ce qu'ils vont devenir, mais où là, tu choisis un meublé, tu le décores, tu l'améliores, il y a une conciergerie, tu le mets en location, mais ça reste de la pleine location toute l'année, avec une visée d'exploitation. Comme du co-living aussi, c'est pas mal. Voilà, mais le co-living est un modèle. Après, c'est là où je voulais... Pas forcément d'accord avec Mathieu sur ça, c'est... Là, tu arrives après derrière à phénomène Airbnb, il faut arrêter de jeter la pierre à Airbnb, mais phénomène location saisonnière, où soit... Et c'était le principe d'Airbnb, parce que tous les grands créateurs de ces groupes américains, comme Steve Jobs, que je vois là, etc., d'habitude, ils marchent pieds nus sur la pelouse au départ. Hein. C'est toujours des idées. Regarde le patron de ChatGPT, c'est pour mettre au service du monde. Airbnb, c'était tu as une pièce chez toi ou tu n'es pas là chez toi, tu fais du partage d'appartements, parce que c'est un truc extrêmement anglo-saxon, de se prêter son appartement à Amsterdam contre mon appartement à New York. C'est échange de maison, quoi. Et nous, qu'est-ce qu'on en a fait? Les Latins, les Français, on en a fait une offre hôtelière. Et donc, c'est pour ça que Bordeaux est un cas très particulier. T'es latin, toi, Stéphane? Non. T'es pas latin, toi? Non, mon nom de famille n'est pas latin, mais figure-toi que si, parce que ma famille est depuis 400 ans en France, donc forcément on est français. Mais tu vois, pour répondre à ta question à Bordeaux, on est confronté à ça à Bordeaux, et je pense que Mathieu le voit bien, sur le bassin d'Arcachon, parce que autant te dire que sur le Cap Ferret, etc., c'est exactement les mêmes délires. C'est-à-dire que tu n'as quasiment que des Belges, que des Luxembourgeois, que des Anglais, que des Américains qui peuvent acheter un certain niveau de maison. En revanche, le fils de banquier ou le fils d'instituteur d'Arcachon, pour se loger, terminé, il est obligé d'aller en 3e couronne d'Arcachon, donc autant qu'il rentre sur Bordeaux. Tu vois, donc... Alors c'est marrant, parce qu'il y en a un qui va dire justement que ça permet d'avoir une vraie dynamique locale et donc une énergie économique, en tout cas, de développer ça. Et puis toi, Stéphane, tu es plutôt en train de dire, ouais, mais on est en train de déshabiller Paul pour habiller Jacques. Il ne faut pas jeter la pierre. C'est juste qu'il y a, et je suis pourtant un garçon fondamentalement libéral, mais moi qui utilise beaucoup d'hôtels à Paris, étant à Paris toutes les semaines, il est évident que ce qu'a expliqué Mathieu est réel. Ça a donné accès à des apparts en plein centre de Paris hyper sympa, alors que sinon, tu étais dans un Novotel. Ça a diversifié l'offre. Et ça a donné aussi peut-être une nouvelle typologie de locataires ou de clients qui fait qu'aujourd'hui, y a un double marché en fait. C'est ça que tu es en train de dire. Le problème, pardon, juste... Un marché noir presque. Non, c'est pas ça. C'est que le problème, c'est qu'on se demande pourquoi c'est moins cher. Pourquoi une chambre de 20 mètres carrés dans un très bel appartement dans le 8e est moins chère qu'une chambre d'hôtel dans le 8e arrondissement parce qu'elles ont des contraintes que n'a pas le particulier d'Airbnb. Donc ça devient un professionnel et c'est là qu'il y a un problème, je pense. Je pense que tu as raison sur une partie. Effectivement, il peut y avoir des effets pervers, des effets extrêmes dans certains endroits. Mais quand tu regardes les chiffres de Airbnb, majoritairement, c'est les gens qui sont on va dire, qui ont 2 propriétés et qui mettent à disposition leur appartement quand ils partent en voyage, quand ils partent en vacances. Effectivement, tu as les gens qui sont rentrés là-dedans, qui ont fait un business et qui ont fait, moi, ce que j'appelle des hôtels horizontaux. Donc, ils n'ont pas acheté un immeuble, ils ont acheté plein d'appartements dans Paris pour pouvoir les louer ou dans d'autres villes. Et effectivement, là, c'est des comportements qui rentrent à l'extrême où, en fait, ça devient du commercial. Et effectivement, tu payes un bien immobilier, pas le prix d'un bien commercial. Tu n'as pas la réglementation d'un hôtelier. Pour autant, tu en as l'odeur et l'image. Et la renta. Donc, moi, je trouve que c'est extrêmement bien à corriger avec les extrêmes.
Mais c'est une forme d'investissement côté immobilier qui est, je trouve, très bonne parce que du coup, tu disposes de ton bien, tu peux le transposer pour faire autre chose, tu peux t'adapter et tu aussi rends service indirectement à l'image de la France qui reste et qui restera compte tenu de tout l'héritage culturel, paysage et autres qu'on a, qui restera une terre de tourisme en fait. Hein. Je ne sais pas si j'arriverai à vous mettre d'accord, mais on va faire un petit quiz pour un petit peu changer de thématique et puis voir si vous êtes bon ou pas. Un petit quiz avec des questions un peu qui peuvent vous surprendre, mais j'ai envie de un peu vous challenger, ma super team. Question 1, quelle a été la plus grande transaction immobilière de tous les temps? Je vous donne 3 réponses. La vente du château de Versailles en France, l'achat de la Tour Eiffel à Paris, la vente du quartier de Manhattan à New York City. Je cache mes fiches parce que je vois que Mathieu regarde. Non. T'en as pas oublié, hein? Pour moi, château de Versailles, il n'a pas été vendu. Donc C'est lequel que j'ai oublié? Pour moi, c'est le château qui est dans le nord de Paris, qui a été acheté par la famille héritière d'Arabie Saoudite. Je crois que c'est 300 millions. Ou un truc comme ça. Je sais plus le nom. Moi, je dirais Je Manhattan. vais regarder, moi. mon cher Watson. Je dirais Manhattan. Exactement, la vente du Manhattan. quartier de Manhattan à New York. Question 2, quelle a été la plus grande transaction immobilière résidentielle de tous les temps? L'achat d'une villa de luxe à Beverly Hills, la vente d'un penthouse à New York et l'achat d'un château en Europe. Peut-être ça, tu parles, non? Ah, Ouais, peut-être. alors là. Beverly Hills. Le Penthouse à New York. Ah, Ouais, j'avais entendu un Quelle truc. a été la plus grande transaction immo-commerciale de tous les temps abroad? L'achat d'un gratte-ciel à Dubaï et la vente d'un centre commercial en Chine ou l'achat d'un complexe hôtelier aux Maldives? Dubaï, Chine ou Maldives? Pour le volume, je dirais Chine. Mais juste parce qu'on moi, je dirais Chine aussi. Mais ouais. Non, c'est Dubaï. ouais. La plus grande transaction immobilière en Asie, et Dieu sait que le marché immobilier en Asie est compliqué, surtout en Chine, l'achat d'un immeuble de bureau à Tokyo, la vente d'une propriété de luxe à Hong Kong ou l'achat d'un terrain à Singapour. Tokyo, Hong Kong ou Singapour? Exprès pour prendre le contre-pied, le terrain à Singapour. Eh ben non, Hong Kong. Ouais. C'est tout petit. J'avais envie de vous faire voyager. Allez, quelle est la principale raison de l'augmentation des prix IMO en 2024? La principale raison Toute première. d'augmentation des prix Ouais. Les taux. Ouais, la baisse des Mais si elle me dit ça, c'est Parce trop que- facile attends, de y avoir attends, un non, piège. mais c'est clair, parce que... Alors, Attends, la première raison de l'augmentation... Bah déjà, on sait pas. attends, ça savait pas On qu'il y avait croise une les hausse. doigts. Si, je crois qu'il y a des villes qui augmentent. Hein. Déjà, on croise Il y a les doigts. quelques-unes qui augmentent, j'ai vu encore. C'est surtout l'offre limitée en fait, Ah. Ouais. avant les taux. Quelle est la principale préoccupation des acheteurs IMO en 2024? Les taux. Le mec, il est monogame. La mer noire. Négociation des taux. La mer noire. L'offre. La liquidité de son bien. Non. Mais c'est selon qui ça parce que... C'est bien, L'acheteur. Stéphane. Continue. La proximité des Ah. services et des commodités pour L'emplacement. l'acheteur, en fait. L'emplacement. Incroyable. Ok. Ok. Ça change Quelle pas. région de France est particulièrement populaire auprès des acheteurs étrangers? Le sud-ouest. J'allais dire Bordeaux. le nord-ouest. c'est Paris clair. et sa région, Paris, ouais. la Côte d'Azur ou la région de la Provence-Côte-Alpes? Côte d'Azur. Ouais, La Côte Côte d'Azur. d'Azur. Moi, je pense que ce serait Paris. Non, c'est la région. La La région région tout entière, ouais. Ah ouais. Tu verras que dans Ah 3 oui, ans, avec ce le sera la Luberon, Bretagne. tout ça, ouais. Moi, j'espère toujours la Bretagne. Beaucoup me vendent la thèse d'investissement. Je suis allé voir. Je pense que ça va prendre du temps. Oui, c'est le réchauffement climatique. Parce qu'il n'y a pas que le climat, il y a aussi beaucoup les infrastructures qu'il y a sur la Côte d'Azur. Il y a quand même beaucoup Ouais, qui a été vous fait. avez une longueur Ouais, d'avance quand c'est même. clair. Tu peux y aller, Karina, si tu veux. On finit, on ferme. Ouais. On ferme éteint la les boutique. lumières. On éteint Non, les mais lumières, il est à t'inquiète côté de pas. moi, du coup, T'en mets je pas. parle moins avec lui quand même. J'ai envie de vous faire un petit quiz perso, chacun. Un Oh petit là quiz là. perso chacun. Non, mais avec une question, une seule. Je sais pas si Stéphane, tu vas pouvoir y répondre parce que toi, tu fais pas vraiment de vente. Je veux dire vraiment d'un bien dans l'année, mais essaye quand même de me répondre. La plus belle vente que vous avez fait en prix en 2023, En montant. ouais, en montant, et la plus belle en 2024, pour voir s'il y a vraiment un gap énorme. Ah, moi, je fais que de l'investissement. Bah, c'est pour donc, ça, ouais. ouais, le je le vais te client dire, qui a le si, c'est plus investi 1,5 est million. 1,5 million. Une nue propriété, 1,5 million. 2023. 2020, bah, elle est en cours. Signature fin 2023. Bon, alors ça c'est acte 2024 C'est là, à cheval. et versus 2021-2022.
Tu vois, ce que je veux voir, c'est l'écart. Non, on a rarement en investissement pur, tu as rarement des montants au-dessus de 1,5 Ouais, million. c'est sûr. Rarement. Ok. Sinon, sinon, le type achète des bureaux. Alors, Sinon, il achète du essaie de commercial. répondre à ma réponse autrement. Le pourcentage de moins que les gens investissent depuis 2-3 ans. Ce que tu ressens, toi. En immobilier d'investissement, aujourd'hui, moins 50. Moins 50. Entre 2023 et 2022, Wow. que ce soit en volume ou en valeur, en fait. Ok, Tu vois, les paniers moyens, Ouais, non, ouais. les paniers moyens ont baissé peut-être un petit peu moins. un petit peu. Ils D'accord. sont peut-être baissés que de 30%, mais on a moins 50% d'appétence en moins. Donc forcément, les montants sont aussi moins élevés. Voilà. Donc, c'est pas qu'ils investissent pas. Ouais. Et c'est aussi qu'ils investissent, mais moins. C'est ça que tu veux dire. Alors, je me permets justement, par rapport à ce que disait Mathieu, c'est très juste, c'est quand tu as des agents immobiliers, moi je suis copain avec un réseau qui a les agences Barnes sur toute la côte atlantique, donc forcément ce ne sont que des grands clients. De poser la question sous forme de montant, Karine, Ouais. ça C'est veut compliqué. rien dire parce que tu as encore des transactions tous les jours à 15 millions Mais ou 20 moi, millions ce que je d'euros, voulais, tu vois. c'était des anecdotes, en fait. Ah. C'est pour ça, Ouais. tu vois. On va pas en C'est-à-dire, donner. j'ai envie que vous me racontiez en 2022, c'était tellement facile qu'un mec il est venu avec une valise de 1 million. Je vais te raconter une Et- belle histoire. Ah bah moi. voilà, vas-y. Moi, j'étais en banque à l'époque encore, donc c'était 2020 ou 2021. Et c'était ma dernière transaction avant de quitter la banque et de me lancer dans l'entrepreneuriat. Je voulais absolument la finir avant de démissionner. Je vendais pour le compte d'une famille une foncière qu'ils avaient. Donc ils avaient 8 immeubles, 6 dans Paris, 2 à Nice, qu'on avait valorisé à peu près 100 millions d'euros, 95, 100 Ok. millions d'euros. Ok. Donc on a organisé vraiment en mode comme quand tu vends une boîte, un pitch deck, c'est-à-dire une présentation de l'ensemble des immeubles qui fait à peu près 200 pages. On a fait, je pense, 70-80 visites du portefeuille. Donc on était une équipe de 4-5 personnes à travailler dessus. Donc le portefeuille, 100 millions d'euros. On a reçu des offres, on a fait un appel d'offres. On a organisé un appel d'offres très compétitif, sans donner de prix d'indication. On a fait travailler des fonds américains, des investisseurs privés, etc. etc. On a reçu pour 2,5 milliards d'intérêts. Ouais, la vache. Donc on a été souscrit plus de 20 fois par Ouais, rapport ouais. au montant qu'on vendait. Ok. Je pense qu'aujourd'hui, si tu mettrais en vente ce même portefeuille Ouais. immobilier, tu aurais 4 offres peut-être sur la table. Ouais, voilà. Tu vois, tu aurais 2 fois le montant, 2 fois et demi le montant, 10 fois moins. Ok, 10 fois moins. Aurélie, est-ce que tu as fait une vente de fou il y a 2 ans et la plus belle vente de cette année, enfin de l'année Moi, je suis dernière? un bébé, moi. J'ai pas encore fait de très 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 grosses ventes, mais vu que le fond de ta question c'est plutôt la différence. Ouais, c'est ça. À l'échelle de tes ventes. Ouais, à l'échelle de tes ventes, tu vois, moi, les grosses maisons qu'on peut vendre sur Nantes, ça va être hors bien de luxe. Ça va être de la maison à 600, 700 000. Bon, c'est hors centre, alors c'est vers Saint-Herblain. Enfin, c'est non, pas. ça, Non. tu peux. Non, Tu peux aussi dans le centre. Dans le beau quartier. Ok. Oui. Ok. On va dire maison de 130 mètres carrés, Ouais. tu vois, voilà. Et donc, je vais te prendre l'exemple d'une maison qu'on a sortie, que moi, j'ai repris après plusieurs mois de commercialisation. C'est une maison qui est partie, en 2022, elle se serait vendue pour 730, 740 000, peut-être 750 000 sans problème. On l'a vendue 600 000. Ok. On l'a vendue 600 000, elle a mis très longtemps à se vendre, on l'a reprise, on a retravaillé, enfin, les gens n'ont fait que courir après le bon prix. Ouais, ouais. Voilà. Et il suffisait juste de faire une baisse qui soit suffisamment incisive pour revenir. Voilà, Alors c'est dans très le compliqué hein, parce que le vivant moi-même, sortir ta maison pour pas qu'elle soit justement vulgarisée, galvaudée et la remettre en te disant bon allez, quel effort je vais mettre, ça impacte tellement l'émotionnel, ça impacte c'est tellement très dur. Oui. les travaux que tu as mis, l'investissement que tu as mis, le temps que tu y as passé. Puis souvent, tu c'est comptes chaud, sur quoi. ça. Tu comptes Ouais, sur cet c'est ça. argent pour faire autre chose, réinvestir, Absolument. dépenser, partir en voyage. Et c'est une grosse déception si effectivement tu n'atteins pas ton chiffre. Mais- Une vente aujourd'hui, elle est. Pardon, excuse-moi, Non, je t'ai vas-y. coupé, Stéphane. Je t'en Mais prie. aujourd'hui, une vente psychologiquement, tu as vraiment un accompagnement à faire, enfin, Ouais. des vendeurs. C'est Mais- très très dur. Ce que tu racontes, Karine, est vraiment hyper important. Parce que tu vois, Bordeaux, tu parlais d'une baisse moyenne de moins 4,5 à un moment donné dans la presse. Je crois que c'était Figaro, hein, donc un gros spécialiste, la partie Figaro immobilier. Ouais, hein, donc ouais, je je parle sérieusement quand je dis c'est des spécialistes. Tablait sur moins 8% à Bordeaux. Mais sur la métropole de Bordeaux, c'est-à-dire 28 communes, dont Autour. certaines sont quand même... c'est loin de Bordeaux, quoi. Enfin, moi, j'habite un quartier à Bordeaux, je venais d'acheter une maison, je lis ça, je me dis, ouah, je viens de me mettre un montant. Ah ouais. Bon. Bah non, moi, dans mon quartier, évidemment, là où elle est située, ça prend de la valeur. Voilà. Ok. Maintenant, ce que tu disais était très juste, c'est que je l'ai acheté à quelqu'un que je connaissais, je l'avais visité 1 an
avant de l'acheter. Et au-delà du fait que c'était le 12 novembre, qu'il pleuvait des cordes et que la maison était beaucoup moins sympa, ça parlera à tous les professionnels qu'on est. Bien sûr. Là, à cette époque-là, le prix était trop élevé. Ouais. Et comme elle a laissé pendant 1 an la maison en baissant de 20, 30, 40 000 euros tous les 3 mois. Je sais pas si tu vois, sur 1 an, la maison baisse de 150 000 euros. Alors on est sur un montant assez... typiquement, voilà une anecdote qui est importante par rapport à ce que tu disais. Elle a fait l'erreur, à un moment donné, de laisser sur les mêmes sourcings. Donc en fait, on a tous suivi le moment où on s'est dit... L'évolution et la chute et la dégradation. très puissant. C'est très juste ce que tu dis, parce que souvent, les investisseurs ils disent « Moi, je veux trouver l'opération off-market qui arrive en premier sur le marché. » Mais des fois, il y a des super opérations sur des biens qui sont en vente depuis très longtemps. Il n'y a plus d'investisseurs qui s'y intéressent parce que les prix de présentation sont trop élevés, l'agent immobilier n'y croit plus, etc. etc. Et tu as souvent un investisseur qui arrive, un peu plus malin que les autres, qui arrive à jouer de l'ego aussi en expliquant que lui, il a un projet, qu'il a un certain budget limité, et il arrive généralement à avoir une belle décote sur le prix parce que le vendeur est usé psychologiquement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de psychologie dans le marché immobilier. Il ne faut pas le sous-estimer. Et du marketing. Et du marketing qui est utile. C'est-à-dire qu'en plus, l'annonce ne bouge pas. Les photos restent les mêmes. Ouais, bien sûr. Donc vraiment, ça devient, tu sais, le truc est là, tu regardes d'un œil, puis un jour, tu dis, tiens, 130 000 euros de moins. Ce que j'entends, c'est que tu conseilles de changer les visuels, la vidéo, la visite virtuelle. Soit tu le retires pendant un temps, soit tu changes ta méthodologie d'approche. Ouais, je comprends. Tu vois, tu changes peut-être de conseiller, t'en prends qu'un seul en exclusif pendant 3 mois pour voir ce que ça fait. C'est ce que je fais là. Tu le remets sur les sites après derrière si ça fonctionne pas en exclu. Tu le fais bouger. Surtout pas le mandat simple. Moi, je considère qu'il ne faut jamais faire ça. Il faut donner, parce qu'un agent immobilier ne va pas bosser à fond. S'il sait qu'il est en concurrence avec 4-5 personnes... D'autant qu'avec un contrat exclusif, tu as quand même moyen entre confrères, s'il a des clients, de faire visiter ta maison. Mais la personne a l'exclusivité, donc elle sait que ça va mettre ça dans sa top line, elle va mettre dans les mandats les plus importants, elle va travailler 3 mois dessus à fond, elle le sort, elle te le vend au bon prix, tant mieux. Elle n'y arrive pas, tant pis, c'est qu'elle n'a pas les bons réseaux. Et donc là, tu passes peut-être avec quelqu'un d'autre. Mais ça, c'est extrêmement important et beaucoup font l'erreur de dire je veux me laisser la possibilité d'avoir plein d'agents immobiliers parce que je vais maximiser mes chances. C'est faux. C'est faux. Et quid des je vais vendre par moi-même des sites ils peuvent essayer. Ouais. On a tous essayé. Et puis, on a tous essayé. Et puis 1 mois et demi, 2 mois après, ils sont lessivés. Ouais. Et puis, ça dépend, voilà. moi je trouve. Ça dépend. Moi, j'ai vendu ma maison comme ça il y a 10 ans. Plus rapidement qu'avec les agences. Bon, je me suis fait avoir de 5 000 euros en liquide, mais j'ai Tu voulais vendu prendre comme des ça. dessous de table On va couper ça. Hein. Ah là là. Tu couperas ça. Moi, je ne veux pas être... Mais ça n'a pas marché, on n'a rien touché, donc elle n'a rien déclaré. Hein. Elle avait mis sa main dedans. Non, si la MF nous écoute, Mathieu, on n'était non, pas là. non, nous. il y Moi, a je suis agréé AMF. Moi, je ne cautionne pas. Devant notaire, on a signé un papier, c'était juste les meubles à payer comme ça. Ah, tout va d'accord. bien. En Donc, plus, faites le pas notaire dire est ce dans que la j'ai partie. mal. Bravo. Non, mais je veux dire, ça avait très bien marché pour moi. Donc, je vous écoute. Mais T'as des vendeurs qui peuvent le faire parce que ils vont avoir les compétences commerciales et tout ça. La faculté de pouvoir se détacher aussi de leurs biens. Ouais. L'ego qui ne va pas rentrer en ligne de compte. Ils ont, alors quand je dis la compétence commerciale, c'est la faculté d'écoute de l'acquéreur, du projet de l'acquéreur, de savoir lui parler, pour lui parler des choses qui clairement vont que l'intéresser. Si le gars il n'a pas de voiture et que tu passes 20 minutes sur le garage, ton acquéreur, tu vas le perdre. Donc voilà, il y a des gens qui ont cette faculté de le faire et il y en a qui pensent avoir la faculté de le faire. Beaucoup, plus. Alors moi, je trouve. C'est mon avis. Et effectivement, là, ceux-là, aujourd'hui, comme il y a beaucoup de biens en vente sur le marché qui sont très en concurrence, etc., les acquéreurs n'ont pas vraiment de pitié. Ils vont visiter, tout ça, tac, tac. Ils les usent. C'est vrai. Et beaucoup cherchent des biens sans agent immobilier. Souvent, c'est les acheteurs les plus négociateurs. Et ce que je dis, parce que moi, dans une ex-vie, quand j'étais en banque, j'étais aussi agent immobilier. Pour des gros objets, on va dire, des gros objets immobiliers. Et en fait, il n'y a pas meilleure personne qu'un agent immobilier pour dire au vendeur « Vous êtes en train de faire la meilleure affaire en vendant à ce prix-là » et à l'acheteur « Vous êtes en train de faire la meilleure affaire en achetant à ce prix-là ». Il faut un tampon dans la négociation quand c'est de l'humain et il faut un médiateur qui puisse effectivement équilibrer les égos. C'est ce que tu dis. Clair. Parce que sinon, tu as souvent une transaction qui pète pour rien, pour moins de négo de 1%, 2% du prix. C'est ce que je dis à mes investisseurs quand je les forme, c'est quand vous êtes à 2% de la négociation, lâchez. Si c'est un bon deal, on s'en fout. Achetez plus vite, vous allez avoir le rendement en plus,
que de gratter 1 ou 2% sur la négo. Et souvent, ça casse à cause de ces montants-là. Alors qu'on savait très bien, Karine, qu'à ce moment-là, celui qui gagnait, c'était Michael qui était au milieu. Non, mais pour répondre à ta question, là, pour d'expérience personnelle, parce que je crois qu'en vente, je me débrouille encore un petit peu. Moi, il y a une des maisons, il y a 2-3 ans que j'ai essayé de mettre en vente, c'était ma résidence principale en plus. Le problème, c'est le temps. C'est vraiment le temps. Parce Bien que sûr. Le Bon Coin, Se Loger, etc., ou les différents sites locaux, fait que tu C'est peux chronophage, te quoi. retrouver avec 4-5 visites dans la journée. Et fondamentalement, tu n'as pas le savoir-faire. En tout cas, moi, je n'ai jamais eu le savoir-faire de mes 2 co-débatteurs d'immobilier affectif où ils sont en mesure de trier aussi celui qui vient se promener. Moi, je prenais la moindre personne qui arrivait, j'avais pas les bonnes Le questions. curieux, Et donc, le j'en ai badaud. vu qui sont venus voir. Ah bah tiens, la nôtre, elle vaut ça par rapport à celle-ci. Terminé. Voilà. Et donc, en fait, tu passes 20 minutes, 30 minutes, tu as fait ranger les enfants, les machins. Et ça, c'est extrêmement chronophage. Donc, je pense que s'il y a des professionnels, c'est pas pour rien. Évidemment, on défend un peu nos paroisses en disant ça, mais l'intermédiation, le courtier, le broker, il a une utilité à partir du moment où il est sérieux parce que justement, il fait, et c'est très très juste ce que dit Mathieu, il fait le tampon pour qu'il y ait un parfait équilibre entre l'offre et la demande. Passons un petit peu de temps et puis après on terminera sur les conseils que vous pourrez donner à ceux qui nous écoutent sur les SCPI, donc surtout les produits d'investissement et plutôt que d'habiter. Moi j'ai l'impression qu'il y a eu un peu de vent de vitesse avec des SCPI en difficulté et puis d'autres avec un très beau taux qui résistait. Stéphane, tu es un peu spécialisé là-dessus, en tout cas plus peut-être que vous deux. Du coup ton retour c'est quoi ? On a baissé en part. D'abord, par déontologie, moi je gère une boîte Net Investissement qui fait de l'architecture ouverte, qui a 44 partenaires disposant de produits de type SCPI, mais ma maison mère est le groupe Primonial, donc qui est elle-même la maison mère de Primonial Reim, qui donc a annoncé des chiffres sur les SCPI un peu compliqués ces 12-15 derniers mois. Donc je vais te répondre très ouvertement. Moi je suis un peu, je suis un peu fâché envers notre propre métier de conseiller en gestion de patrimoine parce que les 10 ou 12 ans qu'on vient de passer, et on y mettait le doigt dessus, étaient une anomalie économique. Des taux à moins de 1, des prix immobiliers qui montent tous les ans, aucune notion de risque avec une grille abscisse ordonnée des risques bancaires, y compris sur les SCPI. Tout le monde empruntait, etc., qui fait qu'en fait, on a oublié fondamentalement qu'il s'agissait d'un actif long terme immobilier. Donc aujourd'hui, je fais simple, la SCPI, elle a subi, comme tout le monde, la hausse brutale des taux. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que si monsieur, madame, tout le monde emprunte entre, je crois, c'est 15 à 17 ans, la durée moyenne d'un crédit sur une résidence principale, une résidence secondaire, un Pinel, etc. Les professionnels, quand ils investissent avec un levier de crédit, en général, le taux, c'est entre 3 et 6 ans. Et évidemment, ils ont eu les grands, les Prime, les Amundi, les Perial, tous les gros faiseurs qui avaient des immobiliers dans Paris, qui avaient des immobiliers premium, ils ont eu la tentation, sur les 10-12 dernières années, d'utiliser le levier. Et les clients étaient ravis, parce que les parts prenaient de la valeur, le rendement prenait de la valeur. Donc ils avaient un TRI assez élevé. Le problème, c'est que là, depuis 2 ans, ils sont en plein dans les closings de leur crédit. Donc là, il faut qu'ils se refinancent avec un coût de crédit qui pénalise énormément. Je prends l'exemple de la santé, avec cette fameuse SCPI de santé dont tout le monde connaît, qui est celle qui ne devrait pas, par sa profondeur de marché, être impactée par quoi que ce soit. Personne ne peut remettre en question la profondeur de ce marché. Question de timing de taux, elle est en plein dedans. Donc dans 2 ans, si le taux, et si Madame Lagarde va au bout, et qu'elle nous descend de 1,25 ou de 1,50 les taux directeurs, ça changera tout et on aura oublié ça. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la SCPI, c'est 8-10 ans. Que l'AMF nous le conseille de maintenir. Et les Français à long terme, quoi. les gardent 20 à 22 ans. Pourquoi ? Parce qu'on ne l'achète pas pour la valeur de sa part. On l'achète pour son rendement. Alors maintenant, liquidité et rendement. Maintenant, c'est un marché qui est très bicéphale parce qu'en face, tu as toutes les SCPI qui ont été créées finalement il y a 5-6 ans. Donc je pense à Sogenia, je pense à Epsilon, je pense à Alderan, toutes ces sociétés de gestion, Iroko, sans frais, toutes ces jeunes sociétés de gestion qui n'ont fait que de la collecte. Elles n'ont pas mis le doigt dans le mécanisme du levier de crédit. Et donc forcément, elles, aujourd'hui, elles ont des immobiliers jeunes, elles ont des immobiliers ISR qui versent du 6. Donc c'est hyper bien pour tout le monde. Maintenant, je pense qu'en profondeur de marché et en solidité, il faut avoir des deux parce que les très grosses, elles ont quand même des immobiliers de dingue. On a des SCPI qui résistent avec un taux de perf, tu vas me corriger Stéphane si je dis entre 3 et 5 en moyenne. Voilà. 4,5 le taux de perf moyen sur les grosses, exactement. celles dont je parlais, qui sont un peu en difficulté.
Et puis, tu es plutôt entre 5 et 6 pour les plus jeunes ou les européennes. Alors, je dirais que le conseil, c'est d'orienter sa stratégie vers une diversification thématique et puis bien sûr géographique aussi, pourquoi pas, si on veut en effet investir en SCPI. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a un moment donné, on a laissé tomber l'IMO pour les SCPI et que là, on est en train de faire l'inverse. Est-ce que je me trompe, Mathieu? Je peux répondre. J'ai passé, comme je disais, une vie de banquier privé, donc des SCPI, je connais plutôt bien le sujet, même si depuis quelques années, j'y suis plus dessus. J'en ai vendu pour presque 2,5 milliards, donc j'en ai vendu un paquet. Le problème de la SCPI, c'est que tout le monde, comme tu le dis, s'est emparé de ce produit-là comme étant le substitut naturel du fonds euro. Dans l'assurance vie, tu avais le fonds euro. Mais c'est parce que les banques nous les ont proposés aussi. C'est ça aussi le problème. Les banques, tout le monde. Une diversification de placement. Et les questions et le CGP, bien sûr. C'est que si tu veux, ce qui s'est passé, les taux ont baissé. Avant, le produit phare, c'était le produit en fonds euro. Le français prenait très peu de risques parce qu'il y avait un déficit d'éducation financière auprès du français. Donc ça, on a quand même beaucoup travaillé là-dessus. Mais beaucoup de Français étaient sur le fonds euro. Le fonds euro ne rapportant plus rien. Qu'est-ce qui est rassurant? C'est l'immobilier. La pierre papier est logeable en contrat assurance vie. Pierre papier, il y a SCPI, SCI, OPCI. Donc tout le monde s'est rué là-dedans. Moi, quand j'ai commencé dans les SCPI, il y avait des SCPI qui faisaient une capitalisation. C'est-à-dire que l'ensemble de volume d'argent investi en SCPI, c'était 30 milliards d'euros. Aujourd'hui, c'est 90 milliards d'euros. C'est un marché qui est devenu juste énorme. Et ce qui s'est passé, c'est que les SCPI, moi j'en connais, j'ai des copains qui sont gestionnaires de SCPI, Prix Mondial que tu citais, je connais les gens. En fait, elles ont juste dû gérer avec l'argent qu'elles collectaient. Elles collectaient des dizaines de milliards d'euros. Elles ont investi dans un marché qui était avec des taux bas, donc des prix élevés. Et aujourd'hui, elles se prennent un peu le bâton sur la tête. La difficulté, c'est que c'est vrai que par l'inconscient collectif, l'investisseur avait l'impression que c'était un produit qui était presque garanti en capital, ce qui n'était pas le cas. Ouais. Et effectivement, il y a eu des annonces assez récentes, assez dures, avec des baisses de prix de part jusqu'à moins de 17% pour certaines SCPI. La difficulté de la SCPI, je donne mon conseil tout à fait objectif, nous on pourrait en proposer chez Tokimo, en fait, on a une plateforme de crowdfunding, mais on pourrait en distribuer. Je considère que le moment n'est pas opportun, en tout cas pas pour toutes. Il y a certaines qui ont les opportunités, tu les as citées, celles qui sont plutôt jeunes, qui ont investi dans un marché qui est plutôt décoté, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé du marché de l'immobilier commercial que je connais bien parce que je forme des gens là-dedans. Et pour le coup, il y a des vraies décotes là. Il y a des décotes à 40, 50% de décotes. Donc il y a des vraies affaires à faire aujourd'hui. Et donc les SCPI, la difficulté, c'est qu'elles collectent quasiment plus. Donc là, ils ont un problème de liquidité. Et l'autre problème que je vois, c'est que c'est pas du mark-to-market. C'est-à-dire que la valeur des parts, elle n'est pas définie par rapport à un marché qui bouge comme dans la bourse tous les jours. C'est un mark-to-model. C'est-à-dire que le modèle, c'est de dire, on expertise une fois par an les biens immobiliers. Sauf qu'aujourd'hui, tu fais des expertises sur des biens immobiliers en prenant des comparables. Et les comparables, c'est de dire, moi j'ai un immeuble qui est à Bordeaux, ou j'en sais rien, qui est rue de la République, le 120, et puis il y a l'immeuble 80 qui s'est vendu, donc je compare. Sauf que les transactions sur lesquelles on compare, c'est des transactions passées avec des prix plus élevés. Donc en réalité, je ne conseille pas les SCPI, peut-être que je le ferai à nouveau dans mes activités entrepreneuriales, mais si aujourd'hui je devrais conseiller les SCPI, je dirais plutôt sur effectivement des gestionnaires qui peuvent être des gestionnaires existants ou nouveaux, mais surtout des nouvelles SCPI qui vont acheter dans le nouveau marché. Logistique. Mais en fait, tu as logistique, l'immobilier d'entreprise au sens large à beaucoup des côtés. L'immobilier résidentiel en bloc, je ne parle pas de l'immobilier résidentiel du particulier qui investit, a beaucoup des côtés aussi, de l'ordre de 30%. Donc il y a des gens qui achètent en bloc des biens avec des décotes de 30% par rapport à il y a 1 an, il y a 2 ans. Et donc nous, on fait du crowdfunding immobilier. Et le crowdfunding immobilier, le monde du crowdfunding immobilier, donc chez Tokimo, on finance plutôt sur les opérations court terme, donc 1-2 ans maximum. On finance des promoteurs immobiliers, des marchands de biens, qui des fois, eux, revendent à des SCPI. Donc on est avant dans le cycle. Donc il y a une création de valeur qui est faite non pas par le rendement locatif, mais plutôt par la plus-value, la revente, avec des rendements qui sont de l'ordre de 10-12%, pas garantis bien évidemment. Et ce qui se passe de plus en plus, ce que je vois, c'est qu'il y a une émergence dans le monde du crowdfunding immobilier, parce que c'est très digitalisé, à faire ce qu'on appelle des club deals, l'immobilier fractionné. Ça devient presque des SCPI, où en fait, c'est plus un fonds d'immobilier où tu dis, voilà, vous investissez dans un fonds immobilier logistique, bureau, vous investissez à chaque fois sur une opération que vous voyez. Alors la difficulté, c'est que vous devez être connecté le jeudi à 18h quand l'opération sort, parce qu'elle est généralement très vite collectée. Par contre, vous décidez de où vous investissez. Donc, c'est un caractère plus rassurant dans un contexte qu'on connaît et qui permet aussi de continuer aux investisseurs d'investir en immobilier
avec un effet de levier qui existe ou pas d'ailleurs. L'effet de levier aujourd'hui, il est plutôt destructeur en immobilier que producteur de revenus. Aurélie, je ne peux pas te questionner sur les SCPI puisque tu n'en fais pas, mais je vais te donner la parole en premier pour terminer, pour clore cette émission. On aurait tellement d'autres choses encore à dire, mais il faut bien malheureusement s'arrêter. Allez, 3 conseils pour les clients qui sont perdus là. Ce serait quoi? En fait, je pense 3 conseils vendeurs, 3 conseils acheteurs. Ah oui, tout ça. Non, mais je dirais que ne pas oublier que, et je pense que c'est ce qui ressort un petit peu de tout ce qui s'est dit aujourd'hui, que l'immobilier, c'est pas de l'investissement à court terme. Donc on n'achète pas, sauf certains types de métiers très particuliers, mais quand on achète sa maison, quand on achète son appartement, on n'achète pas pour revendre 6 mois après. Donc il faut réussir à se projeter un petit peu. En fait, je pense qu'il faut simplement rester raisonnable par rapport à ces critères de recherche et ces besoins de vente. Difficile de rester raisonnable quand il y a l'émotion. Tu as des gens qui marchent au coup de cœur. Ouais. Et même quand tu marches au coup de cœur, tu fais venir ta famille pour qu'ils vont venir. Voilà, c'est pas parce que tu as un coup de cœur qu'il faut perdre les pédales. Tu as le droit de comparer ce qu'il y a aussi un petit peu sur le marché. Aujourd'hui, moi, je dis souvent à mes clients, des fois, j'ai des clients qui me disent est-ce que j'achète au bon prix? Je dis, vous achetez un prix juste. Voilà, aujourd'hui, l'acquéreur, il n'a pas envie de surpayer un bien et je le comprends. Et le vendeur, il n'a pas non plus envie de brader son bien. Puis je le comprends aussi. Ce que tu veux dire, c'est qu'on était parti depuis 5-6 ans, peut-être voire plus, vous allez me corriger, sur on fait forcément une affaire quand on fait de l'IMO. Et là, maintenant, ce qu'il faut juste, c'est être un peu plus réaliste et se dire, bon, en tout cas, on n'a pas trop perdu. Mais plus, on a beaucoup gagné. C'est ça, Stéphane? Alors moi, je ne fais pas d'immobilier dit affectif. Je sais. Mais justement, vrai. ce que dit nuance. Aurélie est très juste quand même. Et tu as fait la remarque aussi, Gaël, sur le côté affectif. C'est difficile de se détacher d'un bien immobilier familial, de choses comme ça, etc. Mais, alors là, en plus, à Bordeaux, on est au cœur du réacteur. Ouais. Nantes et Bordeaux, c'est les deux villes qui, sur les 10-15 dernières années, on a eu ça. Moi, j'ai exode. j'ai des copains bien sûr. restaurateurs qui sont devenus marchands de biens. Du jour au lendemain. Ah non, mais alors, et sur leur résidence principale. C'est que j'achète une croûte, je la retape, machin, je fais un truc de dingue, je fais, allez, j'exagère pas, 20, 25, 30% de plus-value en 18 mois. Comme j'y habite, je peux imposer, est-ce que c'est ma résidence principale? Je suis resté 6 mois avec ma boîte aux lettres. Et puis je recommence. Et ils ont fait ça 3-4 fois. Donc, super affaire pour eux. Mais alors, vraiment, à Bordeaux, on était rentrés dans ça. Et en fait, moi, c'est le truc qui me fait le plus peur. C'est qu'en fait, les gens oublient de quel actif on est en train de parler et qu'excepté dans le métier de Mathieu le crowdfunding, que je connais très bien également, pour y avoir investi beaucoup à titre personnel, moi, qui est donc finalement plus de la, je ne vais pas dire de la banque, qui est plus une approche de financement d'une opération immobilière que de l'immobilier, puisque là, on n'a pas encore Mathieu construit. ne l'a pas caché, il était banquier avant. Non, mais c'est hyper important, parce que tu n'as pas construit, tu n'as pas tous ces trucs-là. Le jour où le marché sclérose, le jour où l'accès au crédit est plus difficile, le jour où le marché bloc en fluidité, il y a moins d'acheteurs, moins de machin, ah bah alors là, c'est catastrophique parce que les mecs ont pris l'habitude de vendre des prix incroyables. Les agents immobiliers locaux ne comprennent plus pourquoi tu peux plus vendre 7 000 € le mètre carré dans un quartier de Bordeaux qui en valait 3 000 il y a 10 ans et qui en vaut aujourd'hui raisonnablement 4 200, 4 500. Et on se retrouve là avec des gens qui sont, comme tu le disais, perdus. Donc en fait, oui, il faut être raisonnable, raisonné. Mais évidemment, quand il y a le coup de cœur, on évite de surévaluer un bien parce qu'on trouve que la piscine est jolie, ça on le sait bien, c'est pas ça qui fait qu'on achète bien. Mais dans l'autre sens, c'est la même chose. C'est pas parce que ça fait 3 générations qu'on a notre petite maison de maître dans le Périgord qu'il faut pas accepter à un moment donné qu'elle ne vaut pas ce qu'on imagine, parce qu'en fait, plus personne ne vit dans ces quartiers-là ou dans ces zones-là, malheureusement. Voilà, donc c'est vraiment, je trouve que le conseil d'Aurélie est très juste, mais même en investissement, il serait très juste. Ouais. Mathieu, pour conclure. Alors, les conseils. J'aime bien la question. Du coup, toi, tu triches parce que tu as eu 5 minutes de plus pour... Ouais, j'ai réussi à les travailler. J'espère qu'ils seront bons. J'espère qu'ils seront bons. Tu peux pas répéter ce qu'on dit tes copains. Faire la synthèse. Je vais essayer d'en trouver de nouveau. En fait, conseil acheteur, ce que je dirais, c'est il n'y a pas de mauvais moment pour investir. Et je considère qu'aujourd'hui, on est vraiment sur le creux de la vague parce qu'on voit qu'il y a une tendance baissière des taux. Plus on va avancer dans le temps, plus il va y avoir de nouveaux investisseurs qui vont revenir sur le marché, qui vont acheter. Même si les prix perdent encore 1 ou 2%, la difficulté, c'est que s'il y a moins d'acheteurs sur un bien donné, sur un nombre de biens donnés, ce qui va se passer, c'est que moi, par exemple, si j'ai une moins bonne capacité d'emprunt, je vais pouvoir accéder à des biens plus prime,
mieux situés. Alors que s'il y a des gens qui sont un peu plus frileux mais qui ont des grosses capacités d'achat, quand ils vont revenir, je serai plus en compétition avec eux parce qu'eux, ils vont enlever les conditions suspensives de financement, etc., etc. Donc moi, ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas de mauvais moment pour investir en immobilier. Attendre avant d'investir en immobilier, c'est faire une erreur, première chose. Ce que je dirais aussi, c'est bloquer une affaire maintenant, c'est-à-dire signer un compromis et avoir un compromis long dans le temps. C'est-à-dire signer une offre longue dans le temps, un compromis long dans le temps. Pourquoi ? Pour réfléchir. Non. Pour monter ton financement dans le temps. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que chaque mois, les banques baissent leur grille de taux d'intérêt. Donc, plus on baisse les grilles de taux d'intérêt, en fait, tu bloques un prix d'achat immobilier maintenant au mois de février et tu vas te faire financer au mois de septembre, octobre. Peut-être que tu auras perdu 1% sur les taux. Je ne sais pas. Mais du coup, tu vois l'idée. Tu peux pas renégocier les taux au moment où tu signes et le moment... Si, mais tu as des frais, tu as les 3 ou 6 mois d'intérêt minimum qui sont quand même des frais. Donc, il faut vraiment que tu aies 1 à 1,5% de différence. Donc, tu es en train de dire signer sa promesse de vente et après faire tout le montage 2-3 mois après. C'est ça que tu dis ? Signer sa promesse de vente avec une promesse longue dans le temps. Donc, des conditions suspensives. Genre des conditions en fonction de quand moi je vends. Je vends, déménagement. J'achète, je veux dire. Conditions suspensives de financement longues. Ça, c'est, je pense, une bonne idée. Intéressez-vous à l'immobilier commercial, donc les murs d'un commerce, les murs d'un bureau, etc. Nous, on a de plus en plus de gens chez nous qui investissent là-dedans parce que les rendements sont beaucoup plus élevés. C'est beaucoup plus simple pour pouvoir acheter et gérer. Ça se gère généralement tout seul. Les rendements sont plutôt entre 8 et 12% l'an net. Donc, quand on emprunte à 4-5%, on arrive à avoir des belles rentabilités sur les fonds propres. Ça, c'est côté acheteur, côté vendeur. Je dirais, c'est un peu... compliqué de faire les deux côtés, mais en essayant d'être le plus objectif de chacun des côtés. Effectivement, les gens qui ont des taux d'intérêt à 1%, vendre, aujourd'hui, si on n'est pas dans le besoin, il n'y a aucun intérêt à vendre. Si on a des biens qui sont rénovés, qui sont loués, en fait, généralement, le loyer, il va combler en partie totalement en fait, le coût de portage du bien immobilier, le crédit, les charges, etc. Bien évidemment que si les personnes sont dans le besoin pour des questions d'arbitrage professionnel, personnel, ils doivent revendre, il faut le faire. Effectivement, c'est difficile de casser une énergie quand on est parti pour vendre. C'est difficile de se dire, maintenant, on ne va pas vendre, on va arrêter de le mettre en vente pendant 2-3 ans. C'est tout à fait juste, mais c'est comme, c'est comme dans le jeu. Tu sais, c'est comme au poker, c'est difficile de savoir s'arrêter au moment où il faut savoir s'arrêter. Sauf que là, c'est comme des projets de vie dont on parle. Je souriais, pardon, je fais une petite blague, tu le couperas si tu veux. Il y a un gourou des affaires américain dont je me souviens jamais le nom. Il a dit, tiens-toi bien Mathieu, il ne faut pas attendre pour investir en immobilier, il faut investir en immobilier et attendre. Exactement. Et en fait, je rigole, il y a plusieurs années que je sors ça en rigolant. Et en fait, là, en ce moment, elle est basique, elle est débile cette phrase. Mais dans l'absolu, elle est d'une réalité absolue. C'est-à-dire, tu achètes maintenant. Si tu as un projet, arrêtez de le repousser. Parce qu'en fait, tu as le temps de le changer. Sur ta petite phrase, ta petite anecdote, c'est ça que je vais citer Warren Buffett qui disait il ne faut pas attendre pour investir. C'est comme faire du sexe après 60 ans. Et voilà. Voilà. Pas mal. Warren, si tu nous écoutes. Prochain podcast là-dessus, alors, du coup. On va clore ce spécial Grand Talk Immo. Merci à vous trois d'avoir été avec moi aujourd'hui. Merci Aurélie Péloquin, indépendante chez Flatten House Humainbilier. On peut t'écrire sur LinkedIn, Aurélie. Carrément. Insta aussi, je crois. Insta aussi. On s'écrit Facebook tous les deux aussi. sur Insta, Mail aussi. Stéphane Vornifel, DG de Net Investissement et Lemo, partout, Stéphane. Partout. Même sur TikTok, figurez-vous. Ouais. Ah bon? Ouais. Net Investissement est sur TikTok. C'est vrai? Là, les gens voient pas, mais j'ai remis ma veste pour faire genre. Ouais, pour faire genre. Je rigole pas. Mathieu Degli-Innocenti, cofondateur de Tokimo et fondateur de Le Coin des Investisseurs. Beaucoup sur Insta, Mathieu. Beaucoup sur Insta. LinkedIn aussi, maintenant. LinkedIn. Merci à vous trois d'avoir été avec moi dans ce spécial Grand Talk Immo. Et si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de liker, de partager cet épisode et puis de me dire aussi de me faire vos petites remarques ou vos thèmes que vous aimeriez que je traite dans le prochain Grand Talk qui a priori sera sur l'approche et l'impact émotionnel sur les marchés. Ciao, ciao!